Voilà, donc j'ai le privilège et je suis très heureux de vous présenter Jean Agnès, qui va donc nous faire une conférence, je pense, de grande actualité sur la Chine. Peut-elle devenir la première puissance mondiale en 2049? Objectif fixé dès 2013 par le président actuel Xi Jinping. Alors, Jean Agnès, nous connaissons bien, j'en suis ravi de l'accueillir, est président de Meca Magnétique, entreprise spécialisée dans la conception et la réalisation de blindage magnétique. Il est membre du conseil d'administration de l'Institut chinois, membre du conseil d'administration de la Fondation des automobiles Berlier, membre de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, et par ailleurs, il a été président de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon entre 2000 et 2004. Et je termine en disant qu'il est chevalier de la Légion d'honneur. Voilà, je te laisse la parole. Bien, merci beaucoup d'abord pour votre invitation. Je regardais dans les nombreuses conférences que j'ai données sur la Chine, à 10 reprises, je me suis adressé à des clubs Rotary de la région ou d'autres régions. Donc c'est avec grand plaisir que je reviens vers vous. Et avant de commencer ma conférence, je vais, avec 3 jours d'avance, je vais vous souhaiter une bonne année, puisque dans 3 jours, c'est le Nouvel An chinois, qui est le dimanche donc 22. Donc on va quitter l'année du tigre pour rentrer dans l'année du lapin. Et l'année du lapin précède l'année du dragon. Alors il faut savoir que les Chinois étant très superstitieux, ce sont des événements qui ont une très grande importance pour eux. Et à cette occasion, d'ailleurs, le gouvernement accorde 3 jours de congé. Et c'est l'occasion aussi de réception familiale très importante, de décoration des maisons. On affiche le signe bonheur à l'entrée de chaque maison, etc. Alors je ne sais pas si cette année ils auront autant la possibilité et de voyager et de recevoir compte tenu de la situation actuelle de la Chine. Mais voilà, donc je voulais vous présenter. Voilà, alors on va donc parler de ce sujet et je vais juste donner déjà une première explication au niveau du titre. Pourquoi? Alors, Xi Jinping, qui est le président, et donc quand on prononce le nom de quelqu'un en chinois, on donne d'abord son nom de famille et ensuite son prénom. Hein? Donc Xi Jinping, son nom de famille c'est Xi, Jinping c'est son prénom. Comme tout à l'heure je vous parlerai de Deng Xiaoping, Deng c'est son nom de famille, Xiaoping c'est son prénom. Voilà, une fois précisé. Hein? Voilà, puisque en fait c'est une coutume chinoise qui autrefois, il y a longtemps, existait un peu chez nous, dans les écoles, quand on faisait l'appel, enfin, à ma génération, on appelait les gens d'abord par leur nom de famille et ensuite par leur prénom, ce qui signifiait que l'appartenance à une famille donnée avait une importance considérable, ce qui est bien le cas en Chine actuellement, où la cellule familiale a un rôle considérable. Alors le titre, d'abord pourquoi 2049 ? La Chine aimant les symboles, le président Xi Jinping a juste rajouté 100 ans, 1949, à l'année de la création de la République populaire de Chine. Elle a été créée par Mao Tse-tung en 1949, octobre, 1er octobre, et donc Xi Jinping, à sa prise de pouvoir, on en reparlera donc en 2012, hein, il est au pouvoir depuis 2012, on est en 2023, a fixé à son pays cet objectif-là. Et j'ai rajouté un point d'interrogation, car rien ne dit qu'ils vont y arriver, même si le chemin parcouru jusqu'à ce jour est juste inédit et considérable. C'est-à-dire on ne trouve nulle part dans l'histoire économique, politique, un pays qui a fait un tel chemin en si peu de temps
et avec des valeurs absolues aussi importantes. Donc le point d'interrogation demeure, mais en tous les cas, vous voyez que c'est quand même un pays qui dit voilà l'objectif à long terme de la Chine. Alors, je vais juste... je trouve que quand on parle d'un pays, c'est plus sympa d'avoir la carte sous les yeux. Donc quand on parle de la Chine, on parle de quoi? On parle d'abord du pays qui est aujourd'hui le plus peuplé du monde. 1,4 milliard d'habitants, mais qui a atteint son sommet. J'en dirai 2 mots tout à l'heure. C'est-à-dire que la Chine est au devant d'un problème démographique gigantesque, une population vieillissante et une population déclinante. Donc elle a atteint son sommet. Au jour d'aujourd'hui, c'est toujours le pays le plus peuplé du monde, mais demain ce ne sera plus le cas, l'Inde l'aura rattrapé. Voilà. Quand on parle de la Chine, on parle aussi d'un pays qui est immense. Hein, c'est le 3e pays en superficie, le plus grand. Donc, après la Russie, après le Canada, c'est un pays qui a à peu près la même superficie que les États-Unis. Donc, ce sont des vastes pays, et vous imaginez les différences de climat qu'il peut y avoir dans des latitudes aussi différentes. Enfin, pour être synthétique, hein, c'est un pays où le système politique a toujours été, pour le moins, autoritaire. Alors après, il y a eu des alternances de dictatures éclairées ou de dictatures non éclairées. Mais si on prend l'histoire longue de la Chine, que ce soit des empereurs qui ont gouverné la Chine, qui ont dirigé la Chine, ou que ce soit des présidents de la République, ils n'ont jamais connu autre chose que des systèmes autoritaires. Et quand vous parlez avec les Chinois, beaucoup de gens disent que la démocratie ne pourrait pas s'appliquer dans un pays comme ça. Ce n'est pas pour autant qu'il faille un système dictatorial. Mais la démocratie est inapplicable dans le contexte chinois. Et alors, le tournant qui est en train de se prendre, c'est que ce système autoritaire a envie de s'installer à vie. Hein, c'est-à-dire qu'au dernier congrès du Parti communiste, il y a un congrès du Parti communiste tous les 5 ans. Et ce congrès a reconduit Xi Jinping, en gros, président à vie. Pour cela, il a modifié la constitution chinoise. C'est un pays qui a une constitution depuis 1954, mais qui n'a pas de conseil constitutionnel. Donc en fait, il est possible de la modifier. Et donc, pour faire son 3e mandat, ce qui ne s'était pas vu depuis Mao Tse-tung. Il faut savoir qu'il est en place donc depuis 2012. Donc vous rajoutez 10 ans, 2022, il aurait dû terminer. Or, il vient d'être reconduit avec une nouvelle équipe, encore pour 5 ans, et peut-être qu'il vous dit la suite. Je rappelle que Xi Jinping est né en 1953. Donc, c'est quelqu'un qui est aujourd'hui à 70 ans, ce qui en Chine n'est pas vieux. D'ailleurs, la Chine a ce côté souriant, c'est que plus vous êtes âgé, plus on vous respecte. Donc c'est un côté un peu différent parfois par rapport à d'autres... Non mais c'est marrant, quand même, c'est marrant. Voilà. Alors, sur cette carte, je rappelle, puisque j'en dirai 2 mots, mais maintenant vous connaissez tous ce lieu, Wuhan, hein, d'où sont partis tous les ennuis, beaucoup d'ennuis. Hein. Voilà, on prononce Wuhan, qui mot à mot veut dire... Les Han, c'est la dynastie Han, la principale, et Wu, c'est guerrier. Voilà. Alors, voilà, je vais vous dire maintenant 2 mots de l'homme, finalement, qui a réussi cette transformation de la Chine, et c'est donc Deng Xiaoping. Alors, Deng Xiaoping, je veux dire, c'est, je pense, pour le XXe siècle, un des hommes au monde le plus important.
En tous les cas, il a réussi à faire une transformation qu'aucun de ses prédécesseurs, parce qu'il y avait quelques réformateurs, hein, faut pas se leurrer, il y a toujours eu un parti des réformateurs en Chine, mais qui n'a jamais prospéré. Et c'est pas si simple que ça de réformer un pays. Regardez Gorbatchev. Gorbatchev, c'est une espèce de Deng Xiaoping, mais qui n'a pas abouti. Deng Xiaoping a abouti. Alors, comment s'est-il pris Deng Xiaoping? Donc je rappelle que Deng Xiaoping a été vraiment aux manettes sans être président de la République de Chine. Sans l'oublier, on croit qu'il était président. Deng Xiaoping n'a jamais été président de la République de Chine. Il était président de la commission militaire, il était secrétaire général du parti, mais il n'a jamais été président de la Chine. Et en gros, il était aux manettes de 1978 et il est décédé en 1997, qui est une année clé en Chine, c'est l'année de la rétrocession de Hong Kong à la Chine, prévue par les traités. D'ailleurs, je vous dirai 2 mots là-dessus. Qu'a fait Deng Xiaoping? Alors d'abord, il a prononcé cette phrase célèbre, qui dans le contexte de l'époque, c'était pas rien. Il a dit, peu importe que les chats soient blancs ou gris ou noirs, pourvu qu'ils attrapent des souris. Donc il introduisait, à la place d'une idéologie, la notion de pragmatisme. Voilà. Hein? Voilà. Alors c'est Buguan Bai Mao, Ren Mao, Yon Chua Chu, Tiao She, Hao Mao. Voilà. Et alors il a introduit ça. Qu'a-t-il fait concrètement? Il voulait introduire l'économie libérale en Chine, qui était une économie planifiée et une économie administrative avec des plans quinquennaux. Il faut savoir qu'en Chine, ça fonctionne avec des plans quinquennaux. On fixe les objectifs du plan et derrière, on est prié de suivre les objectifs du plan. Qu'a-t-il fait? Pour introduire l'économie libérale, c'est là où c'est quand même très fort. Il est allé dans le sud de la Chine et il a créé ce qu'on appelle des zones économiques spéciales. C'est-à-dire des territoires dans lesquels on avait le droit d'appliquer l'économie de marché. Alors ils en ont fait une, zone économique spéciale. Puis ils ont vu, tiens, que c'était des résultats intéressants par rapport aux autres zones du pays qui étaient sous administration un peu à la soviétique. Il a vu que ça marchait, donc il en a fait une deuxième, une troisième, etc. Et dans le sud, pourquoi dans le sud? Il s'est dit, je suis loin du pouvoir de Pékin, et comme ça, parce qu'il ne savait pas si ça allait fonctionner ou pas. Il se trouve que ça a fonctionné. Cette économie libérale qui s'est appliquée à des zones économiques spéciales. C'est comme si on disait en France, on va faire un modèle économique spécial pour le département du Rhône. Si ce modèle économique spécial pour le département du Rhône marche, on va l'appliquer à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Si ça marche pour Auvergne-Rhône-Alpes, ça marchera pour la France. Voilà ce qui s'est fait. C'est très pragmatique. C'était à l'inverse de l'idéologie et d'une approche idéologique qui a toujours été l'approche dominante en Chine. Toujours est-il que ça fonctionnait. Et ça a fait ce qu'on a appelé. Donc petit à petit, c'est la Chine qui est devenue une zone économique spéciale. Vous avez compris, de proche en proche. Donc c'était très pragmatique. Et Deng Xiaoping disait toujours, bon, on a les premiers résultats, mais on va rester modeste. Est-ce que c'est ce modèle économique qu'il faut qu'on garde ou pas? On se donne le temps de faire ce choix. Et c'est de là que sont nés, par exemple, un endroit comme Shenzhen, dont vous avez entendu parler, qui était un village dans un marais, et qui est devenu une ville de 10 millions ou 15 millions d'habitants, avec des entreprises de high-tech de partout, etc., etc. On pourrait multiplier les exemples. Donc, cet homme, Deng Xiaoping, a été complètement déterminant dans l'évolution. Et vous voyez, je ne vais pas trop vous citer de chiffres, mais juste pour vous dire, par rapport aux États-Unis, qui peut être un repère, vous vous rendez compte qu'en 1980, la Chine, c'était 7% du PIB des États-Unis, et qu'aujourd'hui, c'est 70%. Vous voyez? Bon. Et regardez un deuxième, puis après je vous
Voilà, celui-là aussi qui est très intéressant. En 2000, la Chine, c'était 4% du PIB mondial, et maintenant c'est 18%. Donc vous vous rendez compte le chemin qui a été parcouru. Alors évidemment, il y avait des gens qui l'avaient pressenti, que tôt ou tard, la Chine renaîtrait de ses cendres. Alors, il y a cette notion. Alors, je vous rappelle que la France, par exemple, a reconnu la Chine en 1964, ce qui a été un événement politique majeur. Le général de Gaulle, en 1964, a reconnu la Chine, et d'ailleurs, dans sa conférence de presse, il avait dit « La Chine, ce pays plus vieux que l'histoire, tôt ou tard, sera un pays qui comptera en géopolitique. » 1964, on a fait notre premier échange d'ambassadeurs. Avant, on avait des consuls. Vous connaissez peut-être des consuls célèbres, Paul Claudel, par exemple, qui était consul de France en Chine, mais il n'y avait pas cet échange formel d'ambassadeurs et tout ce qui va suivre après. Donc ça, c'était 1964. Puis les États-Unis vont reconnaître la Chine en 1972. Vous connaissez l'épisode de la partie de ping-pong, qui avait permis de faire rencontrer l'inconciliable entre les États-Unis et les Chinois de l'époque. Donc ils avaient inventé le stratagème, ils avaient profité du championnat du monde de ping-pong qui était à Tokyo à l'époque, d'abord, dans un premier temps, pour faire rencontrer une équipe américaine et une équipe chinoise. Et comme par hasard, l'équipe américaine et l'équipe chinoise ont sympathisé. Ce qui a permis donc de passer aux étapes suivantes sans que personne ne perde la face. Ça aussi, c'est un concept, il faut que personne ne perde la face. Voilà, sur la population, c'est juste pour illustrer le propos. Alors sur l'économie, je vais juste, pour être très synthétique, donc l'économie chinoise, c'est une économie qui est planifiée, plan à 5 ans, qui définit donc les voies dans lesquelles le pays doit aller sur le plan économique. Et c'est un pays qui est rentré depuis décembre 2001 dans l'Organisation mondiale du commerce. Ça a peut-être été l'erreur de l'Occident. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Occident n'est plus du tout naïf sur la Chine. Elle n'est plus du tout naïve. Elle a bien compris comment ces gens fonctionnaient. Mais à l'époque, ils ont été naïfs, c'est-à-dire qu'on l'a laissé rentrer et on a ouvert à la Chine la porte grande ouverte. Et finalement, c'est surtout la Chine qui en aura profité pour son commerce international, sans respecter les règles qu'elle était censée respecter dans le cahier des charges de l'entrée dans l'OMC en décembre 2001. Mais maintenant, ils ont compris, mais c'est peut-être tard. Hein? Voilà. Vous voyez ce qui s'est passé pendant cette époque, hein? Alors, juste encore pour illustrer les relations globales entre la Chine et les autres pays, c'est juste catastrophique pour les autres pays. Je le rappelle. La France est notre plus important déficit commercial de façon récurrente. Récurrente. Et il en est de même pour les États-Unis, donc on peut comprendre qu'au bout d'un moment, ça commence à énerver les gens. Hein? Voilà. Donc ça, c'est très rapidement sur le plan économique. Après, ce qui sous-tend aussi le développement économique de la Chine, c'est les fameuses routes de la soie. Alors ça, routes de la soie, c'est un euphémisme. Vous savez même, ils aiment bien, voilà, ça fait référence à une très vieille histoire, même si le terme est récent, hein, le terme de route de la soie est un terme qui a été créé au XIXe siècle, mais c'est une vieille histoire, et Lyon a été bien placé dans cette histoire de route de la soie, ce qui fait que je dis souvent qu'il y a toujours eu un tropisme lyonnais vis-à-vis des Chinois, mais qui est vrai quand on regarde notre histoire, et c'est ce qui explique aussi qu'entre autres, par exemple, c'est à Lyon, c'est Lyon qui avait été choisi en 1921 pour créer la première université étrangère de Chine, c'est au Fort Saint-Irénée. Voilà, et donc cette aventure, quelque part, continue toujours, et qui a donné, d'ailleurs, qui a été l'occasion d'échanges très fructueux, je veux dire, entre notamment des scientifiques
et chinois des scientifiques français, et notamment des médecins chinois et des médecins français, les médecins lyonnais ayant toujours été quand même assez intrigués par la médecine chinoise, hein, qui sur certains sujets a montré son efficacité, sur d'autres pas du tout, mais de toute façon, il était normal qu'on regarde ça de près. Hein. Voilà, donc ces routes de la soie, il ne faut pas être dupe. Il s'agit de système de projection de l'influence chinoise dans le monde, notamment par un biais, la réalisation d'infrastructures. Alors je vais prendre deux exemples de réalisation d'infrastructures. Par exemple, en Afrique, la ligne de voie ferrée Djibouti-Addis Abeba, électrifiée, 750 km de long, entièrement construite par les Chinois. Je vous rappelle qu'historiquement, c'était des terres d'influence européenne, italienne et française dans cette région-là. D'accord? Je vous prends un autre exemple d'infrastructure majeure en Afrique, la voie ferrée de Nairobi à Mombasa, qui fait 500 km, entièrement réalisée par les Chinois. Et je pourrais multiplier les exemples. La plus grande centrale solaire au monde a été réalisée au Maroc par les Chinois, etc., etc., etc. Alors, donc, en même temps, c'est dangereux, mais ça a tant de conséquences après d'influence et de pouvoir de la Chine. Certains ont même créé le terme Chine-Afrique pour montrer qu'à un moment donné, l'influence de la Chine en Afrique était à ce point devenue importante et impressionnante. D'autres pays l'ont refusé. Un très bon exemple dans le monde, c'est la Malaisie. La Malaisie avait au début aussi été attirée par ça et elle a très bien compris le danger à long terme, hein, de ces routes de la soie. Hein. Mais il faut savoir qu'elles existent, que de toute façon, d'une façon ou d'une autre, elles font partie de la politique d'influence et de développement de la Chine. Voilà, que l'on revoit ici. Voilà, alors après, au niveau de la Chine, on va dire quelques mots de sujets, de relations entre la Chine et les États-Unis. Je vous dirai aussi quelques mots sur Taïwan, simplement pour qu'on comprenne bien pourquoi on en est arrivé là. Taïwan. Finalement, on se dit, je vais en parler tout de suite, comment se fait-il qu'aujourd'hui ce problème existe? Alors Taïwan, c'est toujours la même histoire. Pour expliquer un sujet, il faut se mettre en perspective dans l'histoire longue. Taïwan, au tout début, a été découvert par des Portugais. Nous étions au XVIe siècle, et ces Portugais l'avaient appelé Formose. Vous savez, avant que Taïwan s'appelle Taïwan, ça s'appelle... Parce que Formose est un mot portugais, Formosa, la belle. Parce qu'ils avaient trouvé que cette île était très belle, et donc ils l'ont appelée Formose. Donc au départ, c'est une occupation... Ah, pardon. Excusez-moi. Au départ, donc, ce sont les Portugais qui découvrent cette île qu'ils appellent Formose. Ensuite, cette île est occupée par les Espagnols et les Hollandais. Il faut juste se remettre dans le contexte de l'époque. L'Espagne occupait ce qu'on appelle aujourd'hui les Pays-Bas, les Provinces-Unies. Ce sont séparés ensuite de l'Espagne, des Pays-Bas du Sud, et ce sont ces Hollandais-là qui ont pris la suite des Espagnols. Et les Hollandais, avec leur esprit pragmatique, ils ont voulu développer sur le plan agricole cette île qui s'appelait Formose. Donc ils ont fait venir la main-d'œuvre la plus proche dont ils avaient besoin. Et cette main-d'œuvre la plus proche, elle était en face. Elle venait de là. Et donc ils ont fait venir, à ce moment-là, donc nous sommes au XVIIe siècle, des dizaines de milliers de travailleurs chinois. Et jusqu'au jour où les Chinois ont dit, écoutez, excusez-nous, mais comme on n'est plus amoureux de vous, les Hollandais, vous rentrez chez vous,
et nous, on est chez nous. Voilà comment ça s'est passé. En fait, l'histoire de pourquoi c'est devenu chinois. Et maintenant, pourquoi il y a ce conflit entre les deux Chines? Parce que les Chinois qui y étaient d'une dynastie qui avait perdu, les Ming. Et à l'époque, c'était la dynastie Qing qui avait gagné la Chine continentale. Et donc, il y a eu ce conflit entre les deux. Ensuite, que s'est-il passé? Taïwan est devenu japonais. Comment Taïwan est devenu japonais? Parce qu'en 1895, il y a une guerre très importante et longue entre la Chine et le Japon, qui se disputaient la Corée du Sud, ce qu'on appelle aujourd'hui la Corée du Sud. Ce sont les Japonais qui ont gagné cette guerre. Il y a eu un traité de Shimonoseki, et dans le traité, Formose, Taïwan revenait aux Japonais. Et les Japonais l'ont eu jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 1945, puisque les Japonais ont perdu. Et ensuite, en 1945, vous en souvenez, en Chine, il y avait une guerre civile entre les communistes menés par Mao Tse-tung et les nationalistes de Chiang Kai-shek, soutenus par l'Occident. Chiang Kai-shek a perdu cette, entre guillemets, guerre civile. Chiang Kai-shek s'est réfugié à Taïwan. Donc tous les nationalistes se sont réfugiés à Taïwan. Et donc, vous avez eu la naissance d'une Chine, et lui, Chiang Kai-shek, voulait refaire la grande Chine à partir de Taïwan. Sauf que, évidemment, les autres ne l'ont pas entendu de cette façon. Et c'est ce qui fait que, quelque part aujourd'hui, vous avez ces deux Chines. Une Chine issue des nationalistes de Chiang Kai-shek, et la Chine continentale, issue de la Chine de Mao et de cette République populaire de Chine, et de l'installation du Parti communiste en 1940. Voilà pourquoi il y a ce. Alors après, si on se projette, Xi Jinping l'a dit clairement, il voulait tôt ou tard récupérer Taïwan, parce que pour eux, ça... Donc on les laisse avec cette question, mais il faut savoir que, tôt ou tard, soit pacifiquement, entre guillemets, soit d'une autre façon, à long terme, je ne vois pas comment Taïwan ne rentrera pas dans le jeu. Mais ça, donc ça sera simplement une tension supplémentaire. Et de toute façon, aujourd'hui, la Chine, sans faux son, affirme clairement que dans ses objectifs à long terme, elle veut récupérer Taïwan. Taïwan, qui aujourd'hui est une démocratie, dirigée par une femme qui est tout à fait remarquable, qui s'appelle Tsai Ing-wen, et cette femme, qui est avocate de formation, fait son deuxième mandat, et elle, c'est une présidente qui est plutôt indépendantiste. Il n'est pas exclu parce qu'ils essayent de fomenter et de faire grossir un pouvoir qui serait plutôt en faveur du rapprochement avec la Chine, comme une tentative a déjà été faite dans le passé. Donc voilà où on en est aujourd'hui, mais sachez, je surveille ma montre, vous laissez la place à des questions. Voilà, vous me dites. Hein. Voilà, mais je voulais quand même dire deux mots, simplement pour comprendre pourquoi on en est arrivé là avec l'histoire de Taïwan. Et enfin, j'avais dit que je dirais deux mots sur les États-Unis. Vous comprenez très bien pourquoi voilà, ça je vous le dirai. Ah oui, je vous dirai ça. Pourquoi les États-Unis, quand même, la Chine, c'est un poil à gratter très sérieux, compte tenu des déficits abyssaux que cela entraîne. Voilà, alors, là, je vous ai mis cette image juste pour vous parler un petit peu de la progression exceptionnelle de la Chine dans le domaine technique et scientifique. Alors, je vais vous dire, là aussi, il n'y a pas de comparaison. Et je vais prendre un exemple, la conquête de l'espace. Vous savez que la conquête de l'espace a démarré par cette lutte acharnée entre les Russes et les Américains. 1957, c'était Sputnik, et 1961, Gagarine va dans l'espace. Un mois après, l'Américain Shepard va dans l'espace. Ensuite, première sortie dans l'espace, pareil, 1965, etc.
Figurez-vous que la Chine n'est rentrée dans cette conquête spatiale qu'en 2003, c'est-à-dire 40 ans après l'Occident, après les Américains et après les Russes. Eh bien, elle a rattrapé son retard, quasiment. Elle a envoyé en 2003 son Gagarine, son Shekar, qui est allé, Yang Yimen, qui est allé dans l'espace. Elle a posé un véhicule sur la face cachée de la Lune, ce qui n'est pas une mince affaire parce que ça pose un problème de communication, d'aller sur la face cachée de la Lune, parce que ça veut dire qu'on est capable de mettre un satellite relais dans l'espace, à un point bien précis de l'espace, pour pouvoir communiquer. Et surtout, ils ont rapporté de cette mission du sol lunaire, parce que vous savez que sur la Lune, il y a quelque chose qui potentiellement peut être exceptionnel, c'est de l'hélium-3. Et l'hélium-3, qu'on trouve dans le sol lunaire, permet de faire des réactions nucléaires sans déchets. Donc, pour le moment, c'est à l'état de la réflexion théorique. Mais en fait, c'est cette piste-là qui est travaillée. Il y a 5 ans, ils ont construit, comme on les avait éliminés de l'ISS, la station spatiale, pour des raisons de sécurité, pour des raisons politiques qu'on peut tout à fait comprendre. Ils ont fait leur station spatiale. Leur station spatiale, c'est Tianhe, est dans l'espace et elle a 3 taïkonautes à bord. Ensuite, ils ont fait partie de l'aventure de Mars. Il y a 1 an et demi, ils ont réussi à lancer et à poser un véhicule sur Mars. Ça, c'est juste gigantesque ce que cela suppose comme compétence pour être capable en partant de la Terre, d'aller sur Mars. Je rappelle, c'est un voyage qui dure 6 mois, et que les communications, même à la vitesse de la lumière, on met 11 minutes pour se parler entre les questions et les réponses. Donc vous imaginez que en amont, tout doit être huilé pour que ça puisse fonctionner. Les Chinois ont réussi à poser leur navette sur Mars. Et là, je vous ai pris cet exemple. C'est le plus grand radiotélescope au monde. Ce plus grand radiotélescope au monde est chinois. Donc, ils montrent juste comme ils ont été capables de construire leur grande muraille, leur cité interdite. Eh bien, quand ils décident quelque chose, ils ont les moyens, et après, ils ont aussi les moyens intellectuels. Je veux dire, ils ont le niveau pour le faire. Voilà, c'est juste pour illustrer. Vous me dites au point de vue... Non, c'est bon, Jean. Bon. 5 minutes, d'accord. Alors, il y a un deuxième sujet aussi que je voulais aborder, toujours par rapport à ces sujets. Donc, il faut savoir que dans le discours du Nouvel An, chinois ou pas d'ailleurs, le président rappelle que les sciences et les techniques font partie du processus pour être la première puissance mondiale, et qu'on ne peut pas être la première puissance mondiale si on n'a pas la compétence la plus élevée possible en matière scientifique et en matière technique. C'est répété officiellement tous les ans, et après c'est décliné au niveau des territoires. Alors, je vous ai pris cet exemple, je pourrais multiplier les exemples. Je vais prendre maintenant un deuxième point, aussi, par rapport donc un petit peu à cette force galactique. Vous avez tous entendu parler des terres rares. Alors les terres rares, ceux qui ont fait un peu de chimie, tableau de Mendeleïev, il y a les 15 lanthanides, les yttrium et les scandium, et ces terres rares rentrent dans la composition de tous les matériels de haute technologie qui existent. Dans un iPhone, il y a un peu de poudre de terre rare. Dans un panneau solaire, terre rare. Dans un aimant, terre rare. Dans un pot catalytique, terre rare. Figurez-vous que les Chinois sont arrivés à faire en sorte qu'ils produisent 90% des terres rares au monde. Donc dans l'état actuel des technologies, parce que ça peut changer. Ça peut changer sur le plan technologique. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte le levier qu'ils ont.
Et ils s'en ont servi une fois. Il y a un moment donné, il y avait une querelle entre le Japon et la Chine, et la Chine a bien fait comprendre au Japon que si cette querelle n'était pas rapidement résolue, eux, ils ralentiraient leurs exportations de terres rares. Et après, ben, vous ne faites plus de... Voilà. Voilà. Et dernier point, les microprocesseurs, qui est là plutôt aujourd'hui un point faible de la Chine, mais dont elle est consciente. Donc les microprocesseurs, le leader mondial est taïwanais. Hein? Voilà. TSMC. Les Taïwanais ont 60% du marché mondial. Et ils ont une position un peu inexpugnable, car la bataille, c'est une bataille de nano. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un nanomètre? C'est un milliardième de mètre. C'est un millionième de millimètre. Donc, ils sont dans cette bagarre-là, et nous, l'Europe, on sait faire des microprocesseurs. Mais on sait faire, entre guillemets, des gros microprocesseurs. Et ceux qui ont le savoir, et qui représentent l'avenir, c'est ces microprocesseurs qui vont faire moins de 10 nanomètres. C'est les plus petits, et donc ça, c'est pour le moment italien. Donc il y a des programmes massifs d'investissement, d'ailleurs de la Chine, mais aussi des États-Unis, pour des raisons évidentes de sécurité et de maîtrise technologique. Donc vous voyez que dans les aspects, il y a l'aspect économique, il y a l'aspect démographique, il y a l'aspect politique et il y a l'aspect scientifique et technologique. Et donc eux, ils considèrent que c'est ces 4 données qui feront ou pas que la Chine atteindra son objectif en 2049. Donc voilà, je voudrais quand même laisser la place à des questions. Vous avez compris, c'est un sujet infini, hein, que chaque chapitre pourrait faire l'objet d'une conférence, mais voilà, je respecte. Bravo. Bravo. Passionnant, remarquable. Qui a des questions? Mon frère, bravo. Je vais en dire 2 mots. Formidable. Djemali, du Rotary Club de Monastir en Tunisie. C'est un truc français, ça marche pas. Monsieur Jean, merci pour cet aspect général de la Chine. Ce que je voudrais dire, et vous demander si vous pouvez donner des informations sur l'extension de la Chine en Afrique. Et deuxièmement, je voudrais donner mon expérience, parce que j'ai vécu avec des médecins chinois à Kérouan en Tunisie, de 1977 à 80. C'est des personnages excessivement intelligents, qui travaillent énormément et qui font quelque chose de très important tous les jours, tous les soirs, parce que j'étais toute la journée et la soirée avec eux, les autocritiques. Voilà ce qu'on a fait, il ne faut pas faire. Et aussi, un autre aspect, c'est qu'ils ont appris de nous, franco-européens ou tunisiens, comme vous voulez, les techniques d'un certain nombre de maladies. Et je cite un exemple, à cette date-là, à 77, tout ce qui est ulcère de l'estomac, c'était des interventions. On n'avait même pas encore la fibroscopie. Sur la suspicion d'une radiologie, on dit tiens, il y a une niche ici, il faut y aller. 4/5 de l'estomac. Ensuite, on est arrivé à faire des sections des nerfs qui donnent plus d'acide chlorhydrique dans l'estomac. Et c'était les Chinois qui ne connaissaient pas et à qui on a appris ça. Ils nous ont appris, bien sûr, d'autres techniques plus simples et surtout en ambulatoire. Merci. Voilà. Alors, pour répondre à la question de l'Afrique, je vais le répondre avec le jeu de Go. Parce qu'on ne peut pas parler de la Chine sans parler du jeu de Go, parce que ce jeu est absolument exceptionnel,
inventé par les Chinois, c'est un jeu millénaire. Qu'est-ce que c'est que le jeu de Go? Vous avez un damier et vous avez 19 lignes, 19 colonnes. Donc 19 par 19, ça fait 361. Ça veut dire que vous avez factoriel 361 de possibilités. Quel est l'objectif? C'est d'immobiliser ou d'encercler l'adversaire. Donc ça, il faut savoir que c'est dans leur tête. Dans leur tête, ils ne jouent pas aux dames ou aux échecs, où on enlève les pions, on prend les pions, et met de côté celui qui a plus de pions qui a perdu. On est dans la stratégie d'immobilisation et d'encerclement de l'adversaire. D'immobilisation de l'adversaire pour faire en sorte qu'in fine, ils finissent par se rendre, sans combattre, puisque de toute façon... Donc il faut savoir que tous les gens qui ont des responsabilités importantes en Chine sont peu ou prou des joueurs de Go. Ils le sont tous. Et qu'ils ont tous cette philosophie de joueurs de Go. Et d'ailleurs, c'est un jeu qui est très difficile. Hein. Aucun Européen, aucun Occidental n'est jamais arrivé à être même dans les 10 premiers joueurs de Go au monde. Mais un jour, devinez ce qu'il s'est passé. Il s'est passé, il y a eu, vous vous souvenez qu'au niveau du jeu des échecs, il y a eu des logiciels, c'est-à-dire l'informatique s'est mise et on s'est dit peut-être qu'un ordinateur peut battre un joueur d'échecs. La démonstration a été faite et vous vous souvenez que Kasparov a été battu par un ordinateur d'IBM. Mais les ordinateurs n'avaient jamais battu un joueur de Go. Jusqu'au jour où, et nous sommes en 2017, qu'un grand tournoi de Go a eu lieu entre l'ordinateur Deep Blue et le champion chinois Ketier. Et il se trouve que Ketier a perdu. Chose que les Chinois... Enfin, il a gagné une manche quand même contre un ordinateur. Il a gagné une manche et il en a perdu 3. Mais il en a perdu 3. Eh bien, figurez-vous que ça a eu un effet, ça a été un tsunami. Les Chinois étaient persuadés que cette façon de faire n'était pas informatisable. Eh bien, vous savez ce que ça a déclenché? Au lieu de se lamenter, comme ils se sont dit, ben, on va contre-attaquer. C'est-à-dire, si finalement, les algorithmes, l'intelligence artificielle, c'est si fort que ça, et pour eux, le curseur, c'est le Go. Eh bien, on va se lancer là-dedans. Et donc, ils se sont lancés complètement, et c'était moi j'appelle ça l'effet Spoutnik. Vous savez, quand il y a eu le Spoutnik, ça a vexé les Américains. Les Américains derrière, ils pouvaient avoir la volonté politique, les moyens financiers de contre-attaquer. Eh bien là, qu'un joueur de Go est perdu contre des algorithmes, ils se sont dit, donc les algorithmes, il y a quelque chose. Et ils se sont lancés depuis 2017, massivement. C'est venu de là. Le tournant, c'est cette partie de Go. Ils se sont lancés massivement dans l'investissement mathématique, l'investissement numérique, quitte à en faire des usages que l'on tout à fait discutables, notamment l'histoire du crédit social, la surveillance de la population. Mais ils investissent massivement et ils veulent être les premiers au monde dans le domaine de l'intelligence artificielle, ce qui a évidemment beaucoup de conséquences dans beaucoup de disciplines et par exemple dans la médecine. Aussi, sur la médecine, je voudrais quand même répondre à ce qui a été dit. Je veux dire, la médecine chinoise, elle a surtout été une médecine traditionnelle, assez géniale d'ailleurs, pour certaines maladies, dans le domaine des plantes, des minéraux et des animaux. C'est absolument incroyable. Et je vais vous parler d'une des découvertes les plus extraordinaires qui a été faite en Chine. Pour lutter contre le paludisme, eh bien, ce sont les Chinois qui, in fine, ont trouvé l'artémisinine, qui vient d'une plante qui s'appelle l'armoise, et ils ont découvert que le principe actif de l'armoise permettait de faire l'artémisinine, et s'il y a des médecins dans la salle, ils le savent, et avec cette artémisinine, on peut soigner le paludisme. Et c'est le seul prix Nobel de médecine que eu, d'ailleurs c'est une femme, Madame Tu Youyou, qui a eu ce prix Nobel en 2015
pour cette découverte des molécules d'artémisinine qui permet à coup sûr de soigner le paludisme. Voilà. Immense merci, c'était vraiment passionnant et très enrichissant. Merci. Voilà. Bon. Ah, l'art de la guerre. Allez. Ah, un dernier mot. Ah là là. Merci beaucoup. Ça va? Merci. Ah, merci.